on demandera justement à Mariana de nous faire part, donc comme je le disais tout à l'heure, de cette vision à cheval entre la médecine et entre la partie managérielle, et donc qui fait justement ce lien, et de quel angle elle peut justement aborder cet aspect. Donc à toi la parole, Mariana. Merci beaucoup, Tariq. Avant tout, merci à tous. Je suis très honorée d'être parmi vous. Alors, je me présente rapidement. Je suis médecin du travail de formation. J'ai pratiqué pendant 30 ans cette spécialité. Et puis, j'ai intégré la DRH du groupe Orange, la Direction des ressources humaines groupe, pour y défendre la politique en santé et sécurité à l'international, et notamment au travers d'un accord santé-sécurité groupe, qui est un très beau document et que je partagerai avec vous à l'occasion, et qui permet en fait à l'ensemble des entités du groupe d'avoir un socle commun en termes d'actions à mener pour défendre la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Le groupe est assez grand, on a à peu près 160 000 personnes dans le monde, la moitié en France et le reste des salariés pas mal présents sur le continent africain, et notamment j'ai beaucoup de collègues très dynamiques au sein d'Orange Maroc et que j'apprécie infiniment et avec qui j'ai un vrai bonheur à travailler. Donc merci encore pour cette invitation. Donc j'ai cette double casquette de médecin conseil à l'international, ça j'ai oublié de vous dire, je m'occupe de la gestion des crises sanitaires aussi au sein du groupe Orange et de la veille sanitaire sur ce qui peut être épidémie ou événements sûreté qui pourraient venir aussi avoir un impact santé. Tariq, lorsque nous avons discuté un tout petit peu du sujet de la présentation d'aujourd'hui, tu m'as suggéré d'apporter un peu une vision un peu plus pragmatique. Anne-Marie, vous avez évoqué aussi des exemples peut-être concrets. J'aurais beaucoup d'exemples de belles réussites, mais ce que vous aviez laissé entendre, Anne-Marie, c'est que peut-être les volets un peu moins réussis de certaines expériences pouvaient peut-être nous permettre à tous de grandir et de réfléchir à d'autres approches. Alors déjà, une approche, malgré tout, qui me semble réussir de manière systématique, pas systématique, mais qui permet d'offrir la plus grande probabilité en termes d'efficacité, c'est malgré tout l'approche pluridisciplinaire. Donc, on a des textes de loi qui nous imposent de partager les conditions de santé-sécurité dans des comités santé-sécurité. Dans l'accord monde, chez Orange, l'accord monde santé-sécurité, on s'est engagé à avoir un dialogue social dans absolument l'ensemble des entités dans lesquelles on travaille. Et les textes de loi en France disent au médecin du travail qu'il est le conseiller de l'employé, de l'employeur et des représentants du personnel. Donc, j'ai toujours eu, même travaillant en entreprise, cette notion d'être au service donc de la personne que j'avais en face de moi pour lui offrir le plus bel équilibre qui soit, équilibre entre sa santé en général, même quand on ne parlait pas encore d'équilibre vie privée, vie pro, pour moi il y avait une santé à prendre en considération de manière globale, et le poste qu'il occupait dans l'entreprise, aider l'entreprise à pouvoir utiliser l'ensemble de ses ressources humaines de la meilleure manière possible, parce que j'estime que chaque personne a sa place dans l'entreprise, même quand il y a des très gros problèmes. Et puis des fois, voilà, des fois on en arrive à certaines situations un peu plus compliquées. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, j'avais envie de vous dire le grand écart qui me semble important de savoir faire entre les plus jeunes et puis les plus âgés dans l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure. Une des populations que l'on considère à risque de perte de compétences sont les seniors. On appelle les seniors les plus de 50 ans en entreprise. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, et notamment au niveau de la Commission européenne, dans des groupes de travail auxquels je participe aussi, où on cherche vraiment à démontrer que les connaissances dans les neurosciences nous confortent dans le fait qu'on peut apprendre à tout âge, on peut aller toujours plus loin, de manière toujours plus efficace. Donc, les formations qui ont été évoquées précédemment, qui sont un des supports pour permettre de se maintenir à niveau ou de s'adapter à un monde toujours plus rapide, plus agile, plus numérique, mais ces formations, si elles sont adressées aux seniors, elles peuvent effectivement aussi permettre un maintien en poste, parce que trop souvent, on s'est rendu compte que trop souvent, les employeurs pensent que le senior est fatigué,
démotivés, plus très intéressés. Alors là, on n'est pas encore dans la pathologie, on est juste dans la gestion de l'âge. Alors à l'autre bout, c'est l'entrée dans la vie professionnelle sont les jeunes. Trop souvent, en tant que médecin du travail, je me suis entendu dire, et ça j'ai oublié de vous le dire, mais avant d'arriver chez Orange, j'étais à l'hôpital, dans des entreprises d'assurance, dans la presse, dans la publicité aussi. J'ai vu des centres d'âge, des milieux professionnels plutôt variés. Systématiquement, malgré tout, le regard sur la jeunesse, c'était qu'ils étaient pétillants de force et de vitalité et que forcément, ils n'avaient pas besoin de suivi médical rapproché parce qu'ils n'avaient pas de problème. Alors, être jeune, c'est pas avoir de problème, c'est pas mal. C'est-à-dire, je vous assure que ça protège pas. Donc, j'ai toujours insisté sur le fait d'avoir un temps certain. C'est peut-être même le moment le plus important en termes de visite médicale, dans le cadre de la médecine du travail, de la santé au travail, ça va prendre le temps de se poser et d'aborder les choses de manière très sérieuse et très franche avec le jeune. Parce que justement, il sait la pression qu'il a de devoir être plein de vitalité, de devoir savoir s'adapter rapidement. Or, le jeune a beaucoup de pression lui-même de son côté. Il sait pas trop, il est encore en construction, il ne sait pas forcément toujours ce qu'il veut exactement. Il n'a pas encore construit sa famille, des fois il est encore chez les parents. Enfin, le cadre n'est pas toujours très très posé pour lui et ça peut être très très compliqué à assurer et à assumer. Alors, il y a un autre point qui, moi, me semble très très important, ce sont les risques psycho-émotionnels. Que l'on a très souvent beaucoup de pudeur à aborder en tant que médecin du travail. En la matière, j'ai souvent étonné parce que je n'ai pas hésité à dire les mots. Donc, ce que je voulais préciser, c'était donc le risque psycho-émotionnel pouvait intervenir à tout âge, ça là on l'a bien compris, et dans des situations très très différentes les unes des autres. Alors, dans les situations que j'ai eu à suivre, il y avait par exemple un cas de bipolarité. Pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des personnes qui sont maniaco-dépressifs et qui peuvent traverser des moments de vie où ils semblent plutôt avoir un comportement adapté. Et puis, pour une stimulation qui peut être un moment de fatigue ou une grande joie ou une tristesse, tout d'un coup sombrer et ils sombrent à ce moment-là très rapidement et très profondément vers un état dépressif qui peut aller jusqu'à un état suicidaire ou au contraire aller vers quelque chose de plus énergique et carrément d'une espèce d'euphorie et d'hyperagitation. Alors j'avais dans l'effectif que je suivais une personne qui était suivie de très près pour sa bipolarité et moi dans les situations plus sensibles, je prenais soin de voir régulièrement les personnes qui me semblaient un peu plus fragiles, pouvaient faire juste un petit point d'étape. Et il se trouve que ce monsieur-là avait eu la nomination dont il rêvait depuis très longtemps. L'entreprise l'avait entendu dans sa demande de formation et il avait enfin accès à une formation dont il avait toujours rêvé, qui lui permettait en parallèle d'avoir un autre grade dans l'entreprise. Alors, ce monsieur, il était très très stable depuis 2 ans et j'avais vraiment appuyé auprès de son manager, auprès du DRH, auprès de l'ensemble du service formation, auprès de l'école d'ingénieurs qui devait le recevoir. Enfin, j'avais au moins 5 interlocuteurs en face de moi et j'avais demandé avis de son médecin psychiatre qui le recevait 2 fois par semaine. Donc, on était tous raccords sur le fait qu'on le trouvait bien. Moi, j'encourage souvent les gens à pas forcément donner l'ensemble de leur dossier médical, mais à dire je suis malentendant ou j'ai des petits troubles de l'humeur. On n'est pas obligé, mais par contre, on ne peut pas se leurrer sur le fait qu'en général, le management sait, voit, et plutôt que de se braquer en se disant il a un problème, il veut pas, il est oppositionniste, il vaut mieux qu'ils comprennent qu'il y a la gestion d'une difficulté. Comme bien assez pour ne pas la nommer. Donc tout le monde savait que cette personne était dans une situation qui était délicate de manière chronique, mais très stable depuis 2 ans. Et cette nouvelle a été tellement forte pour lui que en fait, en moins de 48 heures, il est parti en mode maniaque. Et ça a été terrible pour moi qui avait mis tant d'énergie
et qui avait été si précautionneuse dans un suivi extrêmement rapproché, de voir qu'en fait, il est parti, mais dans un état où on n'a pas pu le rattraper. C'est-à-dire qu'il est parti dans un mode de maniaque très sévère, alors qu'il était sous médicaments. Mais ces médicaments n'étaient plus assez forts par rapport aux émotions positives qu'il vivait. Et j'ai eu beau l'emmener moi-même chez son psychiatre, lui demander, le psychiatre a augmenté la dose et tout ça, et il est parti en vrille. Et donc, voilà, ça fait partie des échecs qu'on peut avoir. C'est même le meilleur des suivis, même la meilleure des collaborations. On ne peut pas toujours tout empêcher. En attendant, eh bien, on l'a fait. C'était malgré tout un très beau travail. C'est une histoire qui m'attriste à chaque fois que j'y pense, mais bon, c'est comme ça. Vous m'arrêterez, hein, parce que je suis une pipelette aussi. Alors, et puis vous me réorientez, Tariq, si ça ne répond pas exactement à ce que tu souhaitais entendre, je peux reprendre aussi du recul et parler de stratégie de manière plus large. Dans les autres exemples que je peux citer, il y a aussi les histoires de... juste pour faire la régulatrice du temps, comme on avait pris un petit peu de temps dépassé par le précédent, nous on va devoir rattraper, donc vous avez encore 3 minutes. Parfait. Donc, il y a aussi les facultés intellectuelles. Dans le parcours que j'ai eu, dans mes réussites, eh bien, il y a eu le fait d'arriver à identifier les hauts potentiels intellectuels et puis aussi des gens qui avaient une petite déficience intellectuelle, qui avaient quand même réussi à entrer dans le monde professionnel, mais qui cachaient le fait qu'ils ne comprenaient pas forcément toujours tout. Et en fait, en identifiant les spécificités de ces différents profils, j'ai pu permettre au management de ne plus être en conflit avec ces deux extrêmes de ce qu'on appelle, dans un cas, le surdouement, la précocité, dans l'autre cas, la déficience intellectuelle. Dans un cas, chez la personne à haut potentiel intellectuel, le manager voyait une dépression et un rejet, une opposition. En fait, il ne lui donnait rien d'intéressant à faire. Or, un haut potentiel intellectuel, une personne qui a une précocité et un surdouement, ce sont les 3 termes usités, a besoin de challenge. Plus la situation est simple, plus il s'effondre. Plus vous le mettez dans des situations de challenge compliquées, intéressantes, plus il va être moteur. Et donc, on avait vraiment le sentiment qu'il y avait une perte de compétences majeure chez cette personne-là. Elle n'était plus capable d'écrire un mail simplement. Pour les personnes qui étaient à l'autre bout du spectre, elle semblait oppositionniste parce qu'elle refusait, par exemple, de rentrer leur congé dans l'ordinateur. En fait, j'ai fini par comprendre qu'elle ne savait pas rentrer, utiliser l'ordinateur. Et en les faisant faire des tests et en leur montrant qu'en fait, ils avaient des capacités, mais qu'ils étaient un peu différents, on a trouvé le moyen pour eux d'apprendre à remplir leurs fonctions. Ce sont en général des gens à qui il faut montrer très très concrètement, même si c'est pour du dépôt de plis aux services généraux, montrer l'endroit où ils doivent aller porter les plis. À partir du moment où ils ont fait le circuit, le mémorisent et tout se passe bien. On ne peut pas se permettre de simplement dire, si c'est une première fois, va aux services généraux. Ça, c'était deux expériences, encore une fois, deux bouts de spectre très différents. Et puis voilà, je voudrais insister malgré tout, encore une fois, sur la pluridisciplinarité, parce que c'est vraiment à plusieurs qu'on arrive à être le plus efficace possible. Je souligne l'importance, au-delà des ressources humaines, des représentants du personnel, parce qu'ils sont très souvent aussi ceux qui viennent nous signaler les situations à problème, les managers. Je voudrais souligner l'importance des assistantes sociales, souvent femmes comme, qui, notamment dans les situations où on a une perte de contact avec les gens parce qu'ils sont en arrêt maladie depuis 2-3 mois ou plus, ils sont les seuls à être autorisés à faire un contact à la personne. Or, c'est un contact qui peut permettre de rappeler qu'une visite, une pré-visite, une visite de pré-reprise avec le médecin du travail est possible, une visite au cours de laquelle ils se rendent compte qu'ils sont capables de refaire 3 pas pour aller jusqu'au dans l'entreprise, qu'ils peuvent être accompagnés de manière progressive, réintégrer l'entreprise progressivement. Et les petits pas peuvent permettre aux gens de se remettre en marche et de manière très très dynamique. Et mon dernier message, c'est que je peux vous assurer, j'aurais plein d'autres exemples à vous donner, mais je peux vous assurer qu'une personne
que l'on sort de l'éventuel marasme, enfin des difficultés auxquelles ils font face, et à qui on offre la possibilité de s'épanouir sur son poste de travail, mais bossera 10 fois plus et diffusera du bonheur autour d'elle, tellement elle sera contente et heureuse de pouvoir apporter sa pierre à la performance de l'entreprise. Donc voilà pour ce qui est de mes témoignages à moi. Et merci de m'avoir donné la parole encore une fois. Donc vous apportez là, alors il y a un problème que vous posez par rapport à Jean-Marie Peretti lorsqu'il a parlé de cette segmentation 10, 20, 70, il a bouclé les 100. Alors que justement, vous apportez là une fenêtre toute grande pour parler de cette question d'aptitude, cette question d'état de santé, et qui, ma foi, peut justement interférer sur les compétences et sur un tas d'éléments. Mais on se plie tout de même aux 70%. Donc, mais alors, sur les 70%, lorsqu'on parle justement